Können und Teamgeist dafür umso mehr. Au cœur de la chaîne majestueuse du Karakoram, entre des murs de glace et un ciel d'argent, une silhouette solitaire gravit lentement la pente verticale. Laura Dalmayer, la championne olympique allemande, symbole de rigueur, de perfection et de volonté absolue. Elle avait tout gagné, 2 médailles d'or, une de bronze aux Jeux de Pyeongchang. Mais la gloire ne lui suffisait plus. Quand les lumières du stade se sont éteintes, elle a cherché un autre lieu, un monde sans spectateurs, sans trophées, sans applaudissements. Juste la neige, le vent et le silence de la mort, les montagnes. L'été 2025, Laura quitte Munich sans bruit. Pas de conférence de presse, pas d'adieu public. Quelques amis savent seulement qu'elle part pour le Pakistan, vers le royaume des géants. Que d'eux, Broad Peak, Laila Peak. Sur ses réseaux sociaux, une seule phrase, « J'ai besoin d'air vrai ». Ce fut sa dernière publication. Le 28 juillet, Laura et sa partenaire de cordée, Marina Kraus, amie proche et alpiniste chevronnée, entamant l'ascension du Laila Peak, une pyramide de glace fine et tranchante dans la vallée de Huche. Mais plus tard, les données satellites révèlent quelque chose d'étrange. La dernière position enregistrée n'était pas au Laila, mais plusieurs dizaines de kilomètres plus au nord près du K2, la montagne la plus meurtrière du monde. Comment expliquer cette anomalie ? Avait-elle changé d'itinéraire ou quelqu'un avait-il modifié les données avant qu'elles ne soient publiées ? Selon le rapport officiel de Marina, une pierre est tombée, a frappé Laura à la tête, elle est morte sur le coup. Une version claire, trop claire. Des experts en alpinisme soulignent des incohérences. Si le rocher est tombé d'en haut, pourquoi le corps de Laura est-il resté suspendu intact à la corde ? Pourquoi la corde n'a-t-elle pas été sectionnée ? Et pourquoi le signal GPS de Laura a-t-il continué à émettre encore 12 minutes après sa mort supposée ? Une athlète du niveau de Laura ne commet pas d'erreur de débutant. Chaque geste, chaque pas est calculé avec la précision d'une tireuse d'élite. Au camp de base, les techniciens affirment avoir capté, juste avant la coupure, 2 signaux radio courts mêlés à des rafales de vent et 2 voix. Voix 1, féminine, tendue. Voix 2, masculine, calme. Mais qui était cette voix masculine ? Marina n'a jamais mentionné la présence d'un 3e membre dans l'équipe. Puis le mauvais temps est arrivé. Nuages, neige, puis silence. Des heures plus tard, tout contact a disparu. Le lendemain, Marina réapparaît seule au camp de base épuisée, mais sans blessure grave. Elle déclare « Laura est morte ». Pourtant, les éraflures sur ses mains et sur sa veste ne correspondent pas à la trajectoire décrite dans le GPS. Quelque chose cloche. Une équipe de secours pakistanaise est immédiatement déployée, mais la mission est interrompue au bout de 24 heures. Motif, conditions trop dangereuses. Pourtant, les images satellites du jour montrent un ciel parfaitement dégagé au-dessus du Laila. Des guides locaux confirment que le temps était stable, idéal pour une opération. Pourquoi alors cet arrêt soudain ? Qui a donné l'ordre ? Un journaliste allemand spécialisé dans les accidents de montagne écrit « Peut être que ce n'était pas un simple accident, trop de zones d'ombre, trop de silence, trop de coïncidences. » Quelques heures plus tard, son article disparaît du site. Laura disait « Je ne grimpe pas pour fuir, mais pour me trouver. » Mais peut-être n'imaginait-elle pas que ces montagnes qu'elle aimait tant deviendraient le tombeau de sa vérité. Personne n'a vu sa chute, aucune photo, aucun témoin. Seulement le vent, le froid et un mystère gelé à jamais dans les neiges du K2. Le nom de Marina Kraus apparaît dans tous les rapports, comme une ombre qui accompagnait Laura dans son ultime ascension. On la décrit comme une amie proche, partenaire de cordée, alpiniste de confiance. Mais quand Laura est morte, Marina était la seule à redescendre vivante, et c'est précisément là que les doutes ont commencé. Marina Kraus est née à Innsbruck, en Autriche. Alpiniste talentueuse, spécialisée dans les courses glaciaires, elle rencontre Laura en 2018 lors d'un stage de formation au secours en montagne. 2 femmes disciplinées, passionnées, animées par le même feu intérieur. Ensemble, elles formaient un duo presque parfait. Mais derrière cette complicité, de petites fissures ont fini par apparaître, des fissures dans la confiance. Dans le journal intime de Laura, retrouvé parmi ses affaires, une phrase attire l'attention « Marina a changé. Je ne suis plus sûr de pouvoir lui faire confiance ». Ces mots furent écrits quelques semaines avant l'expédition. Sur la même page, un croquis esquisse un itinéraire alternatif,
un itinéraire que Marina n'a jamais mentionné dans ses dépositions. Si c'est vrai, alors sur quelle route grimpait-elle, réellement? Le plan initial prévoyait une ascension du Laila Peak par la face sud-ouest plus longue, mais plus sûre. Pourtant, les données GPS du dispositif de Laura révèlent qu'au moment de l'accident, elles avaient bifurqué vers le nord, une voie plus raide, presque inexplorée. Qui a décidé de ce changement? Marina affirma que c'était le choix de Laura, mais tous ceux qui avaient déjà grimpé avec la championne allemande le savaient, elle suivait toujours le plan, jamais d'improvisation. Les analyses des données de mouvement apportent un autre détail troublant. Durant les 3 premiers jours, les 2 femmes progressaient côte à côte, reliées par une corde, à moins de 10 mètres de distance. Mais, le matin du drame, l'écart atteignait soudain 60 mètres. À plus de 6000 mètres d'altitude, cela signifie une chose. Elles avaient décroché la corde. Marina justifia ce geste par un besoin de gagner du temps. Les experts appellent cela une folie pure. Personne ne détache la corde sur une pente quasi verticale. Marina raconte « J'étais 20 mètres derrière elle, j'ai entendu un bruit, puis je l'ai vue immobile. Mais, à cette distance, un rocher tombant à grande vitesse produit un son qui résonne plusieurs secondes. Elle aurait eu le temps de réagir. Les chronologies ne coïncident pas. Après le choc, Marina ne remonta pas vers Laura. Elle n'essaya pas de la rejoindre. Trop dangereux, expliqua-t-elle. Mais des guides pakistanais qui se trouvaient sur l'autre versant, ce jour-là, affirment qu'il n'y avait pas de chute de pierre cet après-midi-là. L'un d'eux, Karim Ali, témoigna « Je l'ai vue redescendre seule. Elle n'était pas blessée, mais semblait paniquée. Elle répétait sans cesse « Personne ne peut la sauver ». De retour en Allemagne, Marina refusa toute interview. Elle n'assista pas à la cérémonie d'hommage, ne prononça aucun mot en public. À la question d'une journaliste, « Avez-vous vraiment tout tenté pour la sauver ?» Elle répondit simplement, « J'ai fait ce que j'ai pu. » Puis, elle disparut des réseaux sociaux, effaçant toutes les photos où Laura apparaissait à ses côtés. Plus tard, les techniciens du camp de base fournirent un enregistrement radio capté juste avant la coupure du signal. Outre la voix de Marina, on distingue une seconde voix masculine, grave, autoritaire, lançant un ordre net. « Descendez maintenant ». Qui était cet homme? Marina n'a jamais évoqué la présence d'un 3e membre dans l'équipe. Certains pensent qu'il s'agissait d'un guide local resté anonyme. D'autres parlent d'un membre d'une équipe de tournage privée, envoyé pour un documentaire sur les femmes alpinistes. Mais la société de production a nié toute implication. Quelques heures avant le drame, à 23h48, Laura avait envoyé un court message satellite à une amie restée à Garmisch. « Quelque chose ne va pas, je ne leur fais plus confiance. » Ce fut son dernier message. Quand ce texte fut rendu public, la presse allemande explosa. Les gros titres parlaient de « mystère au sommet du Karakoram ». Mais dès le lendemain, tous les articles furent supprimés. Le porte-parole de la Fédération allemande de sport déclara sobrement « Nous ne commentons pas les spéculations ». Marina, elle, resta silencieuse. La question n'était plus de savoir comment Laura Dalmayer était morte, mais avec qui. 3 jours après la perte de contact, les systèmes satellites ont détecté quelque chose d'étrange. Un signal faible, d'une durée d'à peine 40 secondes, a été capté à environ 8 km au sud du K2, bien loin des coordonnées que Marina Kraus avait déclarées. Au début, on a cru à une interférence atmosphérique, mais lorsque les techniciens ont vérifié les données, ils ont découvert que le code d'identification correspondait parfaitement à celui de l'appareil GPS que Laura Dalmayer portait sur sa veste. Que signifiait ce signal? Était-ce un réflexe involontaire, un dernier geste avant de mourir, ou pire encore, quelqu'un avait-il pris le dispositif de Laura pour le déclencher ailleurs? Les spécialistes du centre de réception de Munich affirment que ce signal n'était pas aléatoire. Il comportait 3 paquets de données, espacés chacun de 10 secondes, un schéma que seul un appui manuel sur le bouton SOS pouvait produire. En clair, quelqu'un avait envoyé cet appel à l'aide délibérément. Pourtant, Marina maintenait sa version. Laura était morte sur le coup, incapable de bouger. Il est impossible qu'un signal ait été émis après l'accident, déclara-t-elle. Mais le rapport officiel du fabricant Spot, l'entreprise qui produisait le dispositif de Laura, mentionne autre chose. L'appareil est resté actif pendant 25 minutes après la chute et a émis un signal SOS à 9h12. Marina, elle, avait signalé l'accident à 8h45. Cela signifiait qu'elle avait déclaré « Laura morte » avant que le SOS ne soit envoyé. La révélation fit l'effet d'une bombe.
Les forums d'alpinisme allemands s'embrasèrent. Tobias Engeret, un ami et ancien coéquipier de Laura, écrivit « Je ne crois pas qu'elle soit morte immédiatement. Laura avait un instinct de survie extraordinaire. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais la question la plus troublante concernait la position du signal, si proche du K2, si loin du Layla Peak. Certains experts avancèrent une théorie. Quelqu'un aurait détaché l'appareil du corps de Laura et l'aurait emporté pour brouiller les pistes. Les analystes de l'Agence spatiale européenne confirmèrent que cette nouvelle position correspondait exactement à une voie fréquentée par plusieurs expéditions du K2 à la même période. Deux hypothèses restaient donc possibles, soit quelqu'un avait pris le dispositif, soit Laura n'était jamais morte au Layla Peak. Une enquête conjointe entre l'Allemagne et le Pakistan fut proposée. Mais quelques jours plus tard, les autorités pakistanaises annoncèrent que le dossier était clos. Selon une source anonyme du ministère de l'Intérieur, des pressions auraient été exercées par l'ambassade d'Allemagne pour éviter un scandale médiatique. Berlin, de son côté, garda le silence. La presse allemande, elle, se tourna vers Marina Kraus. Des journalistes découvrirent qu'à peine 2 semaines avant l'expédition, elle avait signé un contrat de sponsoring avec une grande marque d'équipement de montagne. La clause stipulait qu'elle devait gravir au moins 2 sommets de plus de 6000 mètres et partager ses exploits sur les réseaux sociaux. Si Laura, la star olympique, mourait durant l'expédition, Marina deviendrait l'unique survivante d'un drame international, une héroïne médiatique. Mais lorsque les reporters tentèrent de la contacter, Marina s'était volatilisée. Son téléphone restait muet, son appartement à Innsbruck était vide. Une voisine affirma l'avoir vue partir, quelque part en Suisse, être à Davos. Peu après, une transaction bancaire révéla un virement provenant d'une société de production privée basée à Zurich, Avalanche Media. Avalanche Media était connue pour ses documentaires sur les sports extrêmes et les tragédies en montagne. Officiellement, elle nia toute implication avec Laura, mais dans ses archives figurait un courriel signé L. Dallmayr @, daté de 2 mois avant le drame. Le message disait « Je ne veux pas que l'alpinisme devienne un spectacle. S'il filme, je me retire ». Une phrase qui résonna comme une prémonition. Puis, sur un forum anonyme, apparut une photo, celle qui allait être connue comme la dernière image de Laura. On y voit Laura souriante, posant à côté de Marina, et d'un homme inconnu, vêtu d'une veste noire, le visage caché sous une cagoule. Les métadonnées de l'image indiquaient qu'elle avait été prise 3 heures avant la disparition du signal. Marina n'avait jamais parlé de cet homme. Qui était-il? Un guide local? Un caméraman? Ou quelqu'un qui savait exactement ce qui s'était passé? La photo fut supprimée quelques minutes après sa publication, mais elle circula déjà partout. Et au même moment, les techniciens du camp de base enregistrèrent un son glaçant, une voix féminine, affaiblie, brouillée par les interférences. « Nee, Koupespas, je suis là ». L'analyse acoustique réalisée par la police criminelle allemande révéla une correspondance de 98% avec la voix de Laura Dallmayr. Quand l'affaire éclata, le porte-parole du gouvernement pakistanais déclara simplement « Aucune preuve de vie après l'accident ». Mais comme un écho dans le vent glacial du K2, la question persiste. Si Laura était encore vivante quand le dernier signal fut envoyé, qui a décidé de ne pas la sauver? Une semaine après que les autorités pakistanaises eurent officiellement classé l'affaire comme un accident, les médias allemands commencèrent à creuser plus profondément. Un groupe d'enquêteurs indépendants, dirigé par le journaliste chevronné Thomas Reuter, rassembla plus de 200 pages de documents, rapports pakistanais, images satellites, données météorologiques et enregistrements, radio du camp de base. Le résultat fit froid dans le dos. Au moment précis où Marina Kraus avait signalé une tempête rendant tout sauvetage impossible, le ciel au-dessus du Layla Peak était parfaitement dégagé. Les images de la NASA, prises à 10h45 ce matin-là, montraient une visibilité de plus de 20 km. Sans nuages, sans neige. Pourquoi avait-elle menti? Lorsque l'équipe de Reuters contacta les autorités touristiques de Skardu, une autre anomalie apparut. Le nom de Laura et celui de Marina n'étaient pas enregistrés dans le système officiel d'alpinisme. Autrement dit, elles n'avaient jamais obtenu de permis pour gravir le Layla Peak. En revanche, leur nom figurait dans un autre registre associé à une voie d'accès secondaire sur la face ouest du K2, mentionnée comme « expédition privée non autorisée ». Si cela était vrai, tout le récit du drame du Layla Peak n'était qu'une couverture.
Un employé du camp de base confia à voix basse. Elle ne faisait pas partie du groupe du Laïla, je m'en souviens parfaitement. Elles sont parties vers le K2, accompagnées d'un homme pakistanais, probablement un guide. Mais personne ne connaissait son nom. Les enquêteurs finirent par trouver un profil correspondant, Rachid Karim, un guide de montagne local déjà impliqué dans une disparition inexpliquée en 2019. 3 jours après la mort présumée de Laura, Karim disparut à son tour. Les preuves s'accumulaient, puis disparurent brutalement. Le disque dur de l'équipe Reuters se brisa juste après l'envoi du premier rapport à la rédaction. Les sauvegardes dans le cloud furent supprimées. Le compte mail de Reuters fut bloqué pour violation des règles internationales de confidentialité. Une semaine plus tard, il quitta l'Allemagne, déclarant vouloir faire une pause. Depuis, plus personne ne l'a revu. Pendant ce temps, le Pakistan publia un nouveau communiqué. Aucune trace criminelle. Le cas d'Al-Mayer est officiellement considéré comme un accident. Pourtant, les observateurs remarquèrent immédiatement que la photo jointe au rapport prétendant montrer le corps retrouvé sur la paroi ne correspondait pas aux vêtements que Laura portait lors du départ. La veste était d'une autre couleur, le casque sans logo allemand, les gants absents. À Garmisch-Partenkirchen, la ville natale de Laura, les habitants commencèrent à organiser leur propre veillée. Mais au lieu de bougies, ils apportaient des questions. Un groupe d'anciennes biathlètes lança un site web intitulé Justice for Laura. On y publia un document interne de la Fédération allemande de ski indiquant que Laura avait refusé de devenir ambassadrice pour la sécurité sportive, déclarant « Je ne veux pas mêler le sport à la politique ». Sa meilleure amie, la biathlète Franziska Preuss, révéla « Juste avant le voyage, Laura m'a confié qu'elle subissait des pressions pour signer un contrat publicitaire avec une marque d'équipement d'alpinisme. Elle n'en voulait pas. » L'affaire prit une tournure encore plus troublante lorsqu'un employé d'Avalanche Media parla anonymement. « Nous avions des images de Laura et Marina sur les pentes du K2. Mais un ordre est venu d'en haut, tout effacé. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit seulement « Quelqu'un a payé pour que tout disparaisse ». Sur Internet, les théories explosèrent. Laura aurait-elle découvert quelque chose de compromettant, un scandale commercial, un contrat frauduleux, et aurait-elle été réduite au silence? Ou bien avait-elle filmé, sans le vouloir, des activités militaires secrètes dans cette zone sensible entre la Chine et le Pakistan? Personne ne savait. Mais plus on cherchait, plus les traces s'effaçaient. 4 mois plus tard, le gouvernement allemand envoya discrètement une note diplomatique remerciant le Pakistan pour sa coopération dans la recherche d'une ressortissante allemande. En annexe figurait la liste des effets personnels retrouvés. Une seule chaussure, un morceau de corde brûlée et une montre de sport sans batterie. Aucun GPS, aucun appareil photo, aucun carnet de notes. Lorsque la mère de Laura reçut ces objets, elle murmura simplement « Ce ne sont pas les affaires de Laura ». Puis elle se mura dans le silence, refusant toute interview. Mais l'événement le plus étrange restait à venir. 1 mois plus tard, un touriste japonais posta sur les réseaux une photo prise au marché de Skardu. Une femme en bonnet, lunettes de soleil et veste bleue marchant dans la foule. Un logiciel de reconnaissance faciale établit une correspondance à 89% avec Laura Dalmaye. La photo fut supprimée en quelques heures, le compte effacé, mais beaucoup avaient déjà sauvegardé l'image. Depuis, une seule question hante le monde entier. Laura Dalmaye est-elle vraiment morte ou s'est-elle cachée pour échapper à quelque chose de plus terrifiant encore que le K2 lui-même? 3 mois après la disparition de la photo intitulée « Laura est en vie », un homme mystérieux fit surface à Berlin. Jonas Keller, ancien technicien de l'équipe allemande de biathlon et ami proche de Laura Dalmaye. Dans une entrevue confidentielle accordée au Der Spiegel, il révéla que Laura lui avait envoyé, juste avant sa dernière expédition, un dossier chiffré accompagné d'un message « Si je ne reviens pas, je publie-le ». Jonas tint parole. Et ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. À l'intérieur du dossier se trouvaient des dizaines de vidéos et d'enregistrements audio provenant d'une GoPro fixée sur le casque de Laura. Les images retraçaient toute l'expédition, de Skardu jusqu'au Karakoram. Mais le plus choquant se trouvait à la fin, les minutes précédant l'accident présumé. On y entend Laura et Marina se disputer violemment. La voix de Laura, claire et ferme, dit « Pourquoi as-tu dit qu'on était sur le Laïla? Nous sommes sur le K2, Marina. » Ce n'est pas une voix autorisée. Puis, un bruit de pierre qui tombe, et l'écran devient noir.
Jonas remit les fichiers à la police fédérale allemande. 3 jours plus tard, le parquet déclara qu'aucune preuve nouvelle n'avait été trouvée. Les données furent classées secrètes, officiellement pour raisons de sécurité nationale. Pourtant, une copie s'échappa sur le dark web, se répandant comme une traînée de poudre parmi les alpinistes et les journalistes. Les experts qui analysèrent les images confirmèrent que la montagne filmée n'était pas le Laila Peak. L'inclinaison des pentes, la forme des glaciers, la direction du vent, tout correspondait à la face nord du K2. Ce qui signifiait que toute la version officielle de l'accident au Laila Peak était une fabrication. Mais dans quel but ? Un informateur anonyme, présenté comme un ancien employé d'Avalanche Media, contacta une chaîne d'investigation allemande. Il affirma que le projet auquel Laura et Marina participaient portait le nom de code Heaven's Edge, financé par un grand groupe sportif. L'objectif, réaliser un film promotionnel sur la première femme à gravir le K2 sans oxygène. Laura s'y opposa catégoriquement, dénonçant une mise en scène dangereuse. Quand elle se retira, l'équipe de tournage quitta la zone sauf Marina. 2 semaines plus tard, Laura décida malgré tout de grimper et la retrouva, par hasard ou non, au camp 1. À partir de là, tout devint flou. Les données GPS de la montre de Laura montrent qu'au moment du drame, Marina se trouvait à plus de 90 mètres d'elle, trop loin pour voir ce qui s'était passé, contrairement à sa version officielle. De plus, les enregistrements radio du camp de base prouvent qu'après l'incident, Marina communiquait encore avec une voix masculine, pas besoin d'appeler les secours, attend que le signal soit plus clair. Tenta. Cette voix n'appartenait à aucun membre des équipes allemandes ou pakistanaises. En décembre 2025, un document confidentiel du service allemand du renseignement intérieur, BFV, fuitait. Il confirmait la présence de personnel militaire allemand et suisse dans la région du K2 à la même période, dans le cadre d'un test secret d'équipement de haute altitude. Les images de la GoPro de Laura auraient pu capturer ces opérations clandestines. Si tel est le cas, sa mort n'aurait pas été un accident, mais un secret d'État à dissimuler. La famille de Laura demanda la réouverture de l'enquête, mais le tribunal de Munich refusa, invoquant l'absence de preuves nouvelles. Marina Kraus demeura introuvable. Ses comptes sur les réseaux restèrent muets pendant près d'1 an, jusqu'à ce qu'une photo apparaisse. Un champ de neige, 2 chaussures d'alpinisme posées devant une croix de bois, où l'on pouvait lire « We were here ». Beaucoup y virent un adieu, mais le mot « oui », « nous » n'était pas anodin. Nous, qui d'autre ? En février 2026, un journaliste italien se rendit au Pakistan pour enquêter. Dans une petite maison de thé à Skardu, il rencontra un porteur local nommé Adiel. Lorsqu'on lui parla de Laura Dalmaye, il répondit doucement « J'ai vu 2 femmes et un homme quitter le camp, mais une seule femme est revenue. Elle portait un sac qui n'était pas le sien. » Adil refusa de signer une déposition. 1 semaine plus tard, il disparut. Aujourd'hui encore, nul ne sait ce qui s'est réellement passé entre Laura et Marina sur cette paroi glacée. Était-ce un accident ? Une trahison ? Ou un secret enfoui sous les glaces éternelles du K2, où le vent efface chaque trace ? Mais tous ceux qui ont connu Laura disent la même chose. Elle n'abandonnait jamais. S'il existait une vérité à découvrir, elle a laissé un signe, quelque part. Et peut être, quelque part au cœur gelé du Karakoram, cette vérité attend encore d'être révélée. L'été 2026, la glace du Karakoram commença à fondre. Les roches sombres réapparurent et les glaciers descendirent silencieusement vers la vallée du Baltoro. Parmi les nouvelles expéditions qui s'y rendaient, une petite équipe allemande s'aventura à son tour non pas pour conquérir, mais pour retrouver Laura Dalmaye. À sa tête, Thomas Hubert, légende de l'alpinisme, celui-là même qui avait participé à la mission de sauvetage ratée l'année précédente. Avant de partir, il déclara simplement « Nous ne cherchons pas un corps, nous cherchons la vérité ». Ils commencèrent leur ascension par la face nord du K2, à l'endroit exact où le dernier signal radio de Laura s'était perdu. L'air était rare, le vent sifflait entre les parois glacées comme une lame. Après des heures de recherche, ils découvrirent une corde de sécurité bleue, figée dans la glace, tachée de sang séché, avec de petites lettres gravées, L223. Thomas la reconnut immédiatement, c'était celle de Laura. Mais un détail glaça tout le monde. La corde était tranchée. Pas rompue par la tension ni arrachée par une chute coupée nette, proprement par une lame.
Le silence s'abattit sur le groupe. Si la corde avait été coupée, cela signifiait qu'une main humaine était intervenue. Mais laquelle? Marina ou quelqu'un d'autre, encore inconnu? De retour au camp de base, Thomas transmit la découverte à l'ambassade d'Allemagne. 3 jours plus tard, il reçut un courriel anonyme. « Arrêtez vos recherches ». Elle savait ce qui l'attendait. Des mots brefs, froids, mais qui sonnaient moins comme une menace que comme une supplication. Thomas eut alors la conviction que Laura avait prévu son destin. Elle n'était pas montée pour la gloire, mais pour révéler quelque chose qu'elle avait découvert, un secret qu'elle ne pouvait plus divulguer vivante. 1 mois plus tard, le magazine National Alpinist publia une photo prise par un drone suédois. Dans l'image brumeuse, entre des blocs de glace brisés et des crevasses grises, on distinguait la silhouette d'une femme vêtue d'une veste bleue, allongée sur le flanc, la main serrant encore une corde. Les experts confirmèrent, il y a de fortes chances que ce soit Laura. Mais le corps reposait à plus de 6200 mètres, un endroit où toute tentative d'approche signifierait la mort. Le gouvernement allemand refusa de confirmer. Dans son communiqué officiel, il se contenta d'écrire « Aucun rapatriement n'est prévu ». La famille de Laura approuva. Il savait qu'elle avait toujours considéré les montagnes comme son véritable foyer. Sa mère dit simplement « Si elle a choisi d'y rester, alors nous la laissons ». Le 22 août 2026, pour ce qui aurait été son 33 anniversaire, les habitants de Garmisch-Partenkirchen se réunirent pour une cérémonie sobre et silencieuse. Pas de discours, pas de drapeau, seulement la neige, quelques bougies et une planche de bois portant son nom. Quelqu'un y écrivit à la craie « Les alpinistes ne meurent jamais, ils restent là, haut ». Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En octobre de la même année, une chaîne de télévision suédoise reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une carte SD, contenant un unique fichier vidéo de 1 minute et 47 secondes. L'image tremblait, le vent hurlait, la neige couvrait l'objectif. Puis une voix faible se fit entendre, sans doute celle de Laura Dalmayer. « Si quelqu'un trouve ceci, dites à ma mère que je vais bien. J'ai vu ce qu'il cache, mais je ne peux pas revenir. » Un long souffle de vent suivit, puis un murmure, presque effacé par la tempête. « Ce n'est pas le codeux qui m'a tué, ce sont les hommes. » La vidéo se propagea à une vitesse folle. Certains crièrent « à la supercherie ». Mais l'Institut acoustique de Munich confirma 99, 3% de correspondance avec la vraie voix de Laura. L'Allemagne entière fut bouleversée. Beaucoup crurent que Laura avait enregistré ces mots comme un testament, un aveu venu du bord du vide. Le Pakistan annonça une réouverture de l'enquête, mais 1 semaine plus tard, une violente tempête de neige ensevelit entièrement la zone où la vidéo avait été tournée. Toutes les traces furent effacées. Depuis, le K2 n'est plus seulement une montagne, c'est une tombe pour la vérité. On dit que lorsque le vent souffle sur les pentes glacées la nuit, on peut encore entendre une voix de femme se mêler au bruit du blizzard. Je n'ai jamais eu peur de la montagne. J'avais peur des hommes. Et être-ce là le véritable héritage de Laura Dalmayer, non pas ses médailles olympiques, mais un avertissement venu du sommet du monde, là où la frontière entre le courage et la mort n'est qu'une corde tranchée.